Bonjour Patrick, nous sommes mercredi 28 novembre et c'est le premier numéro de notre rendez-vous hebdomadaire, mais aussi de notre chaîne YouTube. Peux-tu nous en faire une petite présentation? Eh bien, écoute, volontiers. Nous avons décidé de créer une petite revue hebdomadaire qui sera donc visible sur YouTube. Nous sommes le groupe de la France Insoumise Paris 15, le Nord, bien que nous soyons aussi en campagne avec le Sud. L'objet de cette de ce petit visionnage toutes les semaines sera de parler de l'actualité, de parler de ce que nous faisons, de ce que nous préparons, et également de quels sont les liens que nous arrivons à tisser entre nous et de voir un peu ce qui se passe chez nos opposants également. Donc on vous tiendra informé régulièrement de ce qui se passe dans le 15e, à partir des élections européennes au Parlement européen, et également, on ne pourra pas s'en empêcher, bien sûr, on fera une petite rubrique d'actualité nationale, voire internationale, sur ce qui nous amuse le plus, c'est-à-dire le gouvernement français actuel. Nous avons repris nos activités récemment avec un premier rendez-vous qui réunissait à la fois le groupe du 15e Sud représenté par Serge Benoît et Nord. Quelles actions ont été prévues à cette occasion? Alors, nous étions très heureux de nous retrouver en ce début de campagne qui avait été fixé par la France Insoumise au National le 14 novembre. Nous avons décidé de faire évidemment campagne ensemble comme tu viens de le dire, entre le Nord et le Sud, ce qui était après tout une très bonne idée. Et nous avons donc déjà défini un petit peu quelle serait la politique à mettre en œuvre. Et nous avons commencé par déjà nous intéresser aux désirs des uns et des autres. Donc cette réunion a été principalement une prise de contact et de position entre tous les insoumis qui étaient présents, à savoir qu'est-ce qu'ils souhaitaient voir eux-mêmes développer avec plus ou moins d'insistance dans le programme de la France Insoumise. Sachant qu'il va exister le 8 et 9 novembre à Bordeaux cette convention de la France Insoumise, nous en aurons des échos, bien naturellement, nous en tiendrons compte, bien naturellement, et nous travaillerons à partir de cela sur notre programme dans le 15e. À cet effet, on a déjà imaginé de constituer un questionnaire sous forme de QCM qui nous permettrait, et qui permettrait aux habitants électeurs que nous allons rencontrer sur les marchés, sur les places, dans les bistrots, dans tous les endroits où nous essayons de les croiser. Ça leur permettra d'avoir une idée de pour eux, ce que représente cette Europe, ce que représente cette élection, parce qu'on le sait très bien, l'Europe est l'élection la plus boudée des Français depuis de nombreuses années. Et en même temps, les Français ont une envie d'Europe, ont une envie de fraternité et d'humanisme, mais l'Europe qui nous est proposée depuis de nombreuses années, évidemment, inutile de le dire, ne convient pratiquement à personne, sauf à quelques-uns. Donc, une façon de donner aux gens l'occasion de réfléchir sur des thèmes, de nous en dire quelque chose, et évidemment, bien sûr, de créer un lien et de leur dire ce que propose la France Insoumise pour ces élections. Tu viens d'évoquer la convention du 8 et 9 décembre prochain. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Alors oui, j'en sais davantage, c'est-à-dire que la convention de la France Insoumise, ce sont les mêmes types de conventions qui ont eu lieu précédemment au moment de l'élection présidentielle, puis ensuite qui se sont enchaînées au moment des élections législatives en France. Nous avons cette fois-ci deux de nos amis de la région sud, du groupe sud de la France Insoumise 15e, qui ont été tirés au sort, qui vont donc se rendre à cette convention, qui vont non pas nous représenter, mais qui nous en feront un compte-rendu. Nous avons cette chance-là, puisque nous sommes de nombreux groupes, il y a quand même 2 personnes qui vont y aller sur à peu près 1000 personnes, ce qui est quand même pas mal. Pour ma part, je m'étais rendu à une de ces conventions, j'avais eu cette chance. C'est très vivant, ces conventions permettent d'établir le souhait
sur des bases qui sont données par la France Insoumise, sur la direction de la France Insoumise, permettent de travailler les axes plus efficacement. Il en sort toujours des choses qui sont vraiment de la démocratie participative, ce qui est quand même une des marques essentielles de fabrique de la France Insoumise. Et c'est le seul parti français quand même qui opère de cette manière-là. Parti, bien que ce soit un mouvement. Donc nous en tirerons les fruits et nous aurons donc un programme tout à fait établi. Et nous adjoindrons à ce programme-ci une particularité sur le 15e arrondissement, c'est-à-dire à savoir essayer de comprendre, à notre sens, ce qui sera le plus sensible, le plus intéressant, le plus directement impactant, j'aime pas beaucoup ce mot, mais tant pis, sur les habitants du 15e arrondissement, pouvant se projeter dans des élections européennes, qui après tout, il ne faut pas se le cacher, sont également, finalement, le reflet, et nous le savons tous, de cette politique française. Donc, lorsqu'on veut combattre la politique française, il faut aussi combattre la politique européenne, puisque tout ceci est lié, mais ça, je crois que ça fait l'objet d'une autre question. Toujours en rapport avec les élections européennes, quels sont selon toi les points à développer? Alors, les points à développer, bon, il y a quelques points comme ça qui apparaissent. Nous en avons dénombré à peu près 6 dans ce fameux questionnaire dont je parlais tout à l'heure, qui nous permettront de voir quelles sont les attentes réelles, ou en tout cas les questions et les demandes de réponse des gens que nous allons rencontrer au moment de ces élections. Le point sans doute le plus essentiel étant celui qui, le cas échéant, où la France Insoumise voudrait mettre son programme, alors là en France, mais également avec le support des députés européens en application, serait ces histoires de traiter donc de ce fameux plan A puis plan B. Il faut savoir que là-dessus, nous sommes, je dirais pas attendus, ça me paraît trop fort, mais qu'il y a de la part, nous le sentons bien, de la part de certains de nos sympathisants, que ça soit dans un sens ou dans un autre, besoin d'explications. Et nous devons, je crois, être absolument attentifs, précis, autant que faire se peut, des connaissances actuelles que nous avons, de telles dispositions si nous devions agir en ce sens. Alors après, sur les autres, évidemment, les autres points très importants, je les cite comme ça parce que je vais pas être très long, mais dans ce que nous avons mis dans notre questionnaire, c'est le climat et l'environnement, évidemment. C'est quand même une des premières choses qui est de toute façon nécessaire parce que sinon, ça va pas durer très très longtemps. Alors, je viens d'en parler après, les traités européens, traités de libre-échange, le social et la santé. Que feraient les députés et quelle serait la possibilité de députés européens insoumis à l'Europe d'essayer de faire modifier les dispositions qui sont prises par Bruxelles? Bon, grande question, mais c'est en tout cas des sujets à aborder et à conserver. Évidemment, ce que nous avions mis, le pacifisme et l'immigration, on les regroupe dans la même série, c'est pas tout à fait le même sujet naturellement, mais il s'agit là du regard que peut porter la nation ou les nations européennes évidemment vers l'extérieur. Donc cette grande vague de réfugiés qui inévitablement existe et va exister, et également comment essayer de résoudre tout ceci, si ce n'est que déjà dans un premier temps peut-être éviter de faire des guerres un petit peu partout, ce qui fait que les gens sont obligés de faire des grandes transhumances. Il s'agit de ça quand même. Un autre point, les services publics et les transports en commun. Ça, c'est une chose qui sont très attendues par les Français, qui sont une spécificité française, soi-disant ça coûte trop cher, etc. Nous avons fait toutes les études, nous savons très très bien que, raison de plus si nous faisions des transformations importantes, par exemple la santé gratuite pour l'ensemble des Français, avec des remaniements entre la sécurité, le budget de la sécurité sociale, les mutualisations, les mutuelles, et différentes choses, on serait non pas
plus cher, mais plutôt moins cher que ce qui existe actuellement pour une meilleure santé pour la plupart de nos concitoyens. Et alors, évidemment, une des choses aussi qui c'est pas tout à fait dans le bon ordre pour l'instant, mais que nous avons appelé les travailleurs détachés et le protectionnisme solidaire. Et ça, nous sommes aussi, évidemment, à côté des climats, des traités de libre-échange et du social et de la santé, et du social en tout cas. Et ça, c'est quelque chose, ce sont des questions sur lesquelles il faut absolument revenir. On ne peut pas laisser les choses se mettre dans cet état, continuer à perdurer en Europe, et il faut aller de toute façon vers une abolition du dumping fiscal et du dumping social. Sinon, nous ne constituerons jamais, jamais, jamais une Europe qui convienne au peuple. On continue sur la campagne des européennes. Quels seront les axes et de quelle façon allons-nous aller à la rencontre du public ? Bien, alors oui, nous avons au cours de la dernière réunion déjà un petit peu interrogé, nous nous sommes interrogés les uns et les autres sur la façon d'opérer et la façon d'être efficace. Deux choses en sont ressorties, c'est et la méthode et l'angle d'attaque. Le premier sur la méthode. La méthode, elle est relativement classique, c'est de la distribution de tracts, mais c'est aussi beaucoup de contacts et de travail dans la rue à parler avec ce que j'appelle moi nos habitants électeurs, avec les gens, parce que les gens ne sont pas du tout hostiles à nos idées, mais ils ont besoin d'être assurés de les comprendre et de comprendre l'angle que nous opérons. Et la façon dont nous pourrons peut-être captiver, parce que c'est quand même ces élections, je crois l'avoir déjà dit, mais sont les élections qui sont les plus boudées en France, c'est-à-dire que c'est je crois, un des taux d'abstention record en France, et ainsi qu'en Europe d'ailleurs, ce sont les élections européennes. Donc la façon sans doute de pouvoir faire prendre conscience à nos électeurs de venir voter, c'est de leur faire entendre que une politique nationale ne peut aboutir si la politique européenne n'a pas fait évoluer, n'a pas ouvert certaines perspectives de façon à prendre plus, n'ayons pas peur de mots, sur certains sujets, plus de souveraineté, ce que demandent d'ailleurs beaucoup de nations. Il ne s'agit pas c'est pas une négation de l'Europe que de rappeler que les États sont sur le social, sur l'éducation, sur l'émancipation, sont quand même souverains par rapport à des positions qui sont prises très curieusement à l'Europe et qui mélangent tout et qui surtout ne mettent pas les gens sur une égalité. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de social en France, dans la politique française, eh bien, nous sommes crédibles si nous nous battons et nous essayons, effectivement, comme je viens de le dire, de détruire, le dumping social, le dumping fiscal. Hors de ça, ainsi que les histoires de traités, ce sont les trois points essentiels à combattre, sinon nous n'arriverons pas évidemment à mettre en place nos politiques et nous ne serons pas crédibles auprès de nos électeurs. Donc l'angle d'attaque pour les européennes, curieusement, c'est pas tant le souverainisme, mais c'est la politique française. Le référendum anti-Macron. Alors le référendum anti-Macron, oui, bien sûr que c'est un référendum anti-Macron, parce que c'est surtout un référendum contre ce gouvernement qui ne s'applique à tout détruire, pensant que dans la vitesse, la précipitation, et en détruisant, nous allons arriver, comme par miracle, dans une espèce de vitesse effrénée et de transformation, portée au nu comme des sortes de vertus tout à fait mystiques. Nous allons transformer la société française. Or, ils sont là depuis 18 mois, et tout ce qu'ils ont abordé, tout ce qu'ils ont fait, est à chaque fois quelque chose qui ne fonctionne pas. Pour preuve, par exemple, même au sein de leur rang, un député macroniste vient de demander, de dire à ses amis, tiens, on devrait peut-être regarder si, après tout, d'avoir supprimé l'ISF était une si bonne idée que ça. Alors que, comme dirait M. Mélenchon, il ne s'agit pas d'être un aigle pour comprendre que c'est une très très mauvaise idée, nous le savons déjà. Donc bien sûr que c'est anti-Macron, mais sans oublier aussi également que nous avons des solutions, nous avons des propositions, qui sont des vraies propositions, qui sont chiffrées avec un vrai programme, et que nous ne sommes pas
dans une contestation pour une simple contestation, comme l'est un autre parti dont je ne voudrais pas nommer le nom. D'accord. Le climat ne se réchauffe pas uniquement dans l'atmosphère, mais aussi dans la société, avec le mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce que cela t'inspire et que dire de la réponse d'Emmanuel Macron dans son intervention mardi dernier? Alors, qu'est-ce que cela m'inspire? Ça m'inspire... j'ai une double pensée, une double impression face à ça. Je suis plutôt satisfait et heureux de voir que des gens, en dehors de tout mouvement, même organisé, se prétend non politique, organisent des manifestations et une grosse contestation face à l'abus des taxes de ce gouvernement. Et ces gens sont manifestement, on les voit au cours des reportages télévisés, on les voit dans la rue, on en a tous vu. Moi j'ai pris l'autoroute comme tout le monde ces jours-ci, je me suis trouvé en face de gilets jaunes, on a longuement discuté les uns les autres, comme on le fait tous. Ces gens sont à bout, ces gens ne sont pas forcément des insoumis, ne sont pas forcément des gens qui auraient rêvé d'une gauche sociale, mais ils sont vraiment à bout. Donc il est important de les entendre, il est absolument très très important de les entendre. Il est aussi, il faut savoir qu'effectivement, il n'est pas question de vouloir récupérer un mouvement comme celui-ci, qui est un mouvement très éparse, très fait de soubresauts. Qui dit soubresaut fait aussi que les choses sont tout à fait imprévisibles. Il faut le savoir, il faut quand même s'en souvenir. Et la réponse apportée, alors puisque ta question, Jocelyn, c'est sur la réponse apportée, c'est pas une réponse, mais c'est comme depuis le début, mais hier soir, mardi, c'était une caricature. C'est-à-dire que ce monsieur, le président de la République, a dit des choses et fait exactement le contraire. C'est-à-dire, il dit en gros aux gens, oh, je trouve ça épouvantable, je ne veux pas d'une France à deux vitesses, je ne veux pas que les gens souffrent, je comprends que c'est trop cher, évidemment, bien sûr, les riches, eux, ont plus de chance puisque effectivement ils ont pu se payer des maisons bien isolées, ils ont des voitures moins polluantes, etc. Mais vous, les pauvres, et bien évidemment, surtout s'il vous reste 10 euros, il a dû, je crois, retenir que dans certaines familles, il pouvait rester 10 euros à la fin du mois, ce qu'il ne savait pas, ce que jamais personne ne lui avait dit. Et donc, il fait un discours qui est empreint d'une empathie totalement fausse, totalement artificielle, en oubliant que les gens sont dans la rue aujourd'hui, dans ce mouvement tout à fait désorganisé, mais je dirais un peu à bout de souffle, parce que c'est sa politique qui les emmène là. Donc c'est absolument ahurissant. Et il pense, dans sa grande candeur, est-il mal conseillé ou est-il dans des sphères où il n'est plus possible pour lui de réfléchir raisonnablement, que ce type de discours va calmer les choses, satisfaire les gens, et puis surtout rétablir, avant tout, une éthique sociale dans ce pays qui s'en va à volo. Enfin, c'est absolument... c'est pas une réponse, c'est une... j'ai trouvé que c'était une sorte de fuite en avant. Et je ne m'en réjouis pas, parce que j'aurais préféré, si cet homme était aussi intelligent qu'on le dit, qu'ils veulent bien nous faire croire. On avait dit la même chose, mais d'ailleurs de M. Sarkozy. Puis un petit peu de M. Hollande aussi, on a vu tout ça nous en venait. Et la première des choses qu'il aurait dû faire, puisqu'il demandait une sorte de moratoire, il n'a pas employé le mot, mais il s'agit de ça, soyons clairs, et bien à ce moment-là, qu'il immédiatement enlève cette augmentation de taxes et fasse une sorte d'étude. Bon, je ne sais pas ce que ça aurait pu donner, puisque je ne vois pas très bien quelles étaient les représentativités dans tout ceci. Puis on connaît les arrière-pensées, surtout de ce gouvernement. Bon, tout ceci donc est du blabla, c'est du bluff. Ils pensent que ça peut durer comme ça. Et très sincèrement, moi je plains les gens qui sont à ce point malmenés. Et je suis très fâché envers quelqu'un comme Macron. Sans parler qu'il a essayé de s'emparer
de notre programme un peu la planification écologique. Oui, tout d'un coup, il découvre qu'il y a de la planification écologique, oui, mais tout le monde lui a dit, c'est pas effectivement, c'est pas l'augmentation des taxes supplémentaires sur le diesel qui vont aider à la planification écologique, puisque on sait qu'en plus cet argent ne va pas au bon endroit, etc. Enfin bon, c'est pas du tout ça, je veux dire, la planification écologique, c'est ce qu'aurait appelé le général de Gaulle, donc il s'y réfère souvent, ce monsieur, sans bien connaître, même ses conseillers connaissent pas très bien cette histoire-là, des plans quinquennaux, c'est comme ça qu'on doit résoudre. Qu'est-ce que propose Mélenchon et la France Insoumise, l'Avenir en commun? C'est de faire des plans, tout simplement, comme on l'a fait au sortir de la guerre. On sort d'une guerre économique, eh bien on refait des plans. On fait le MITI, le MATA, machin et tout ce que l'on veut. Et on fait des plans sur 15 ans. Pourquoi a-t-on peur de plans? Moi, ce qui me fait peur, c'est les gens qui ne veulent pas de plans. Je trouve beaucoup plus rassurant des gens qui essayent de mettre des plans au point de façon à réorganiser les économies en termes écologiques. De toute façon, on n'a même pas le choix. La question n'est même plus de se poser, à se poser. Elle est à nos portes. C'est-à-dire que l'eau est sous la porte, là. Ça va rentrer, ça va pénétrer. Plus tous ces gens, ces réfugiés qui vont venir se réfugier chez nous parce que les malheureux, où peut-on imaginer qu'ils vont aller? On leur doit aide et assistance. Donc il serait peut-être temps de se remuer les fesses. Et ce monsieur, ce jeune homme, avec tous les gens qui l'ont élu, fait à peu près le même travail insipide et idiot, c'est-à-dire ce qui s'est passé sous Giscard d'Estaing, c'est-à-dire qu'il détruit complètement toute l'industrie, il continue, et la France qui avait cette particularité d'être un pays agricole, industriel, et non pas des territoires, mais des jolies provinces, parce que je préfère, moi, plutôt de parler de territoire de PACA, je préfère la Provence, ça me parle plus. L'Aquitaine, c'est très joli. La Bretagne, c'est aussi une très belle région. Bon, voilà. Donc, c'est des gens qui, depuis Giscard d'Estaing, des têtes d'œuf, comme dit Jean-Luc Mélenchon, en fait, ils comprennent rien, ils sont hors sol. Il nous parle d'innovation, mais on n'a plus aujourd'hui... il brade tout ce qui nous permet aujourd'hui de faire l'innovation. Et toutes les industries de pointe... Toutes les industries de pointe ont foutu le camp. On avait vu récemment, on pense qu'il faudrait faire effectivement des capteurs solaires. C'est une très bonne idée, les capteurs solaires. Et y compris à ce que l'on croit, c'est que même la partie nord de la France peut le faire, puisque des capteurs solaires, il y en a aussi au Danemark. Donc il faudrait aussi se renseigner pour les gens qui pensent que la France n'a pas assez de soleil, etc. Mais bon, il y a beaucoup d'enseignements et beaucoup d'éducation à faire. Mais en dehors de ça, il y avait donc des gens qui avaient commencé à travailler sur les capteurs solaires et qui avaient donc forcément besoin d'une aide de l'État, puisque c'est une technologie nouvelle. Donc le débouché n'était pas là, le marché n'était pas encore là. Eh bien, l'État, déjà sous Sarkozy, et ce qui a fini de tuer Monsieur Hollande, ces gens n'existent plus. On n'a plus d'industrie. On n'a plus cette industrie. C'est-à-dire que pour faire des économies, pour faire des économies énergétiques, on va donc produire une électricité à partir de capteurs solaires, mais ces capteurs solaires, on va être obligé de les importer de Chine. C'est ahurissant, on marche sur la tête, c'est totalement ridicule. Et cet exemple qui peut paraître très rigolo, tout est comme ça, tout va à volo, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour écouter le programme de la France Insoumise, qui est peut-être pas parfait, mais qui en tout cas a une vraie structure. Il a une ossature, ce que n'ont pas les autres. Voilà. Et puis surtout, il est social, écologique, humaniste. Puis il faut arrêter de courir après des espèces de chimères absolument idiotes de financiers dans leur bulle. Enfin, je veux dire, je pense qu'il faudrait prendre ces gens-là, les mettre dans des ballons et puis les envoyer quelque part un peu sans leur faire de mal, hein, parce qu'on ne peut pas leur en vouloir, ils sont comme ça. Mais nous ne sommes pas comme ça, donc on voudrait que ça change. C'est la fin de notre premier numéro de FI15 l'hebdo. Que dirais-tu pour conclure? Alors pour conclure, j'avais relevé ces derniers jours 3 choses que je trouvais intéressantes, et notamment une qui est arrivée aujourd'hui. Alors je vous donne la plus récente, la plus fraîche. C'est que j'ai vu que la Cour de cassation, donc une association et des avocats, avaient attaqué les sociétés qui emploient des coursiers à vélo, disant que ce ne sont pas des salariés et que ils sont forcément sous le statut d'entrepreneurs.
Or, en fait, donc, à la suite de différents procès, la Cour de cassation, aujourd'hui, 28 novembre, vient de statuer. Et donc, la chose exacte, c'est que les coursiers à vélo sont des salariés comme les autres. Alors ça c'est quand même très satisfaisant pour les gens qui sont pris dans ces systèmes-là, et ils vont être enfin considérés comme salariés. Enfin, la loi française du travail revient, non pas par la petite porte, parce que c'est la Cour de cassation, mais ça revient. Donc ça fait du bien, on se dit que tout n'est pas complètement à désespérer. Autre chose j'avais noté aussi qui me semble assez intéressant, on vous mettra les liens à la suite de cette vidéo. J'ai vu sur internet l'entretien libre du 11 novembre entre Aude Lancelin, c'est donc sur le média je crois, et quelqu'un qui s'appelle Stathis Kouvlakis. Et en fait, le titre de cet entretien, qui dure une vingtaine de minutes, s'appelle La folle dérive de Tsipras. Cet homme qui est philosophe au King's College de Londres et surtout un ex-membre du comité central de Syriza. Il fait en une démonstration, en quelques questions, combien et comment Tsipras a évidemment trahi, ça nous le savons, mais il nous met en garde, au moment des élections européennes, combien nous devons, nous, être attentifs, nous, gens de gauche, à savoir qu'il ne faut pas se bercer de sirènes, savoir que nous avons des ennemis implacables, et que l'exemple de la Grèce doit nous servir. C'est-à-dire que si l'on veut transformer cette Europe, nous savons que ça va être un combat. Nous savons qu'il faut y aller en force, et nous savons que si on doit transformer les règles des traités, il faut aller jusqu'au bout. Donc il faut que nous sachions bien ça et ne l'oublions pas. Et il insiste beaucoup là-dessus, et je trouve ça tout à fait intéressant. Regardez-le, je pense que ça mérite réflexion. Et puis pour le fun, j'ai vu dans le numéro du Monde diplomatique de décembre, que j'ai reçu hier ou avant-hier, il y a un tout petit article très amusant qui a pour titre « Un autre Macron est possible ». L'auteur s'appelle Pierre Rimbert. Et alors, dans cet article-là, Pierre Rimbert, qui n'est pas né de la dernière pluie, nous rappelle qui sont les créateurs de ce mouvement Place Publique, et notamment quel est le parcours du meneur de jeu, celui qui a été adoubé par Bernard-Henri Lévy et tout un tas de gens et M. Cohn-Bendit, nous rappelle son parcours. Et c'est absolument à hurler de rire. C'est-à-dire que lorsqu'on peut imaginer qu'il y aurait une gauche intellectuelle parisienne, je suis très triste de dire des choses comme ça, mais c'est comme ça, pourrait prendre le relais, pourrait à nouveau être de gauche, lisez ce petit article-là, ça vaut son pesant de cacahuètes, et puis surtout ça démontre que tous ces gens-là n'ont absolument rien compris. C'est la même histoire que dans les années 70, que moi j'ai connue. Et on nous raconte la même histoire. C'est-à-dire que les fils de ces gens-là, parce que Raphaël Glucksmann, c'est le fils de Glucksmann, c'est un des nouveaux philosophes qui avait été mis très très en avant par M. Giscard d'Estaing. C'est marrant parce qu'on retrouve les mêmes gens, les mêmes philosophies, pour lutter contre des mouvements qui étaient... À l'époque, c'était pour lutter contre Chevènement. C'était Chevènement qui était le Mélenchon dans les années 70. Et puis surtout, la gauche française avait été très 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 influencée par quelqu'un comme Sartre, qui a pu se tromper par ailleurs, mais qui en même temps a dit des choses tout à fait intéressantes. Et Sartre et Castoriadis, il y avait deux penseurs intéressants à l'époque, qui n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde, mais qui étaient deux penseurs de gauche. Et Giscard d'Estaing a encouragé donc les nouveaux philosophes, j'en rappelle les noms, c'était M. Bernard-Henri Lévy, Glucksmann père, tiens j'ai oublié son prénom, je ne me souviens plus, ça, tu te souviens pas? Je ne sais plus, bon. Et puis le troisième c'était M. Bruckner. Eh bien, ces gens-là qui avaient de nouveaux philosophes que le nom, puisque si on lit leurs livres, il n'y a rien de philosophique, c'est d'une pauvreté ineffable, simplement ils ont complètement détruit la gauche intellectuelle française sous couvert de modernisme, c'est-à-dire Giscard d'Estaing, qui je rappelle est donc le grand-père putatif de M. Macron.
André, oui. André Glucksmann, c'était André Glucksmann. Si vous avez l'occasion de dire 2-3 choses là-dessus, allez fouiller un peu, vous allez voir, c'est très très intéressant. Mais en même temps, c'est dérisoire, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens, dans certains milieux, qui peuvent penser que la place publique, ou même le mouvement de notre ami Hamon, peuvent à nouveau faire revivifier une gauche, et qui donc à cette occasion ne voteront pas pour la France insoumise pour les européennes. Donc méfions-nous, ces gens-là, je ne dirais pas que ce sont nos ennemis, mais ce ne sont surtout pas nos amis. Donc Patrick, on se retrouve la semaine prochaine pour... Eh bien écoute, mon cher Jocelyn, oui, la semaine prochaine, nous nous retrouvons. Ce que nous ferons aussi, on n'a pas l'intention de me voir assis comme ça confortablement dans un canapé, de façon un peu statique, tout le temps. On va aussi, ce travail se fera, on aura l'occasion de s'en servir au moment où nous serons en campagne. On fera donc un travail de terrain qu'on pourra vous montrer. Plus un travail évidemment de réflexion, puis d'autres insoumis qui font partie du groupe. Il se trouve que moi j'ai pris le premier élément tout simplement parce que les amis du Nord, si j'ose dire, du Nord du 15e m'y ont un peu incité puisque je m'étais présenté aux législatives de la 12e circonscription de Paris. C'est pour cette raison que je suis là le premier face à vous, assis dans ce petit fauteuil confortable. Mais tout ceci va bouger. Voilà, en tout cas, j'espère que tout ceci vous aura plu. Appuyez sur le pouce rouge ou bleu, je ne sais pas, mais je pense qu'il est toujours bleu. Bleu. Bleu, merci. Ce qui nous, de toute façon, simplement nous encouragera et nous fera plaisir. Et on s'abonne à la chaîne. Ah oui, et on s'abonne à la chaîne. Ben, c'est donc une chaîne normale alors. Presque. D'accord, ah ben c'est parfait.